Salut à tous et bienvenue de nouveau sur Débriefing F1 après une longue période de pause, hein, les vacances pour tout le monde, y compris pour Jean-Luc, c'est vous dire. Bien. Et voilà, le débriefing repart et on est content qu'il reparte. N'oubliez pas, hein, toujours posez vos questions par écrit sur le forum de Motors TV, rubrique Monoplace ou bien sûr par vidéo sur YouTube, Débriefing F1. Il s'en est passé des choses depuis notre dernier rendez-vous. Choumi, pas Choumi, Grosjean, plus de Piquet. Jean-Luc, avec une victoire qui vous fait plaisir, je crois, hein, celle de Rubens Barrichello. Bah oui, c'est clair, si on attaque là-dessus, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle victoire. Bon, c'est la 10e de sa carrière de pilote de Formule 1. Il avait attendu 5 ans quand même depuis la dernière, c'était sous les couleurs Ferrari. C'est vrai qu'il avait un petit peu perdu le goût de la victoire et le plaisir de la victoire, ce plaisir irremplaçable, et beaucoup d'émotions pour Rubens Barrichello, qu'on a tous d'ailleurs ressenti. On avait presque les larmes aux yeux avec Patrick Tambay, mais vraiment, parce que de l'entendre hurler comme ça, même si le son n'était pas bon, on en a les poils qui se dressent, ça représentait tellement pour lui. C'est-à-dire que d'une part, on sait les couleuvres qu'il a dû avaler chez Ferrari en respectant les ordres donnés par ce même Ross Brown et Jean Todt bien sûr à l'époque pour servir Michael Schumacher. Il a été un fidèle lieutenant, vraiment on ne peut rien lui reprocher. Malgré cela, il avait quand même cumulé 9 victoires en étant dans la meilleure écurie avec la meilleure voiture du moment. Et puis cette longue période, cette longue traversée du désert avec l'équipe Honda jusqu'à quelques semaines vraiment avant le début de la saison 2009. Il était à pied, on le disait vieux, carbonisé, etc. Là, il marquait le pas également par rapport à son équipier, le brillantissime Jenson Button en tête du championnat, et lui-même se disait ça y est, c'est reparti. Et voilà cette victoire superbe. Oui, en plus elle est sympa cette victoire parce qu'en plus il a levé le petit message pour Felipe Massa avec l'histoire du ressort de l'accident, il y avait tout ça. Et alors il y a une question que nous pose JM30, est-ce que c'est lui qui a vraiment gagné ou est-ce que c'est McLaren qui a un peu perdu ? Moi, je pense qu'il a vraiment gagné. Il a vraiment gagné. D'abord, dès le départ, il fallait bien lire la stratégie. Et là aussi, bon, désolé, mais là sur RMC, on l'avait bien vu dès le début avec Patrick. On avait bien expliqué qu'il partait avec 10 kg de carburant en plus que les deux McLaren. Donc, logiquement, il restait en piste 4 à 5 tours de plus, d'une part. Et d'autre part, que la stratégie de pneumatique était inversée. Alors, il a fallu attendre le déroulement de la course pour savoir que lui, effectivement, partait en dur, mettait un deuxième train de dur et gardait les tendres les plus performants pour la fin. Donc, a priori, il avait du potentiel, et là, la stratégie était inversée. Alors, grâce à un push à chaque fois quand il avait... Alors, je sais bien, c'est moins spectaculaire qu'un déplacement sur la piste, on le dit à chaque fois, mais il n'empêche que le boulot, il faut le faire, que les 4-5 tours absolument décisifs, absolument stratégiques, il les a fait au moment où il fallait, il n'a jamais baissé le pied. Parfois, c'est vrai qu'il lui arrivait d'avoir un petit coup de mou, on va dire un petit coup de moins bien au milieu de la course. Là, il ne l'a pas eu. Alors après, évidemment, McLaren, pour répondre à la question, se prend un peu les pieds dans le tapis, parce que au dernier moment, on décide finalement de laisser Lewis Hamilton sur la piste. Là aussi, on joue la stratégie à un tour près. On se dit, il a une voiture légère, il est en train de faire claquer les meilleurs temps au tour, on y va, un tour de plus, mais c'est trop tard. Lewis est déjà engagé dans la voie de décélération, il ne peut plus ressortir sinon il franchit la ligne blanche, donc il s'arrête et pour le coup il surprend. Alors évidemment il y a une petite erreur, un petit cafouillage chez McLaren, on aurait dû préparer les pneus malgré tout, comme s'il rentrait à ce tour-là, on l'a pas fait, on perd 4 secondes. Pour moi, c'était pour Rubens, celle-là, c'était le plus fort, d'ailleurs tout le monde l'a dit, y compris Lewis Hamilton. Oui, hein, ça, autrement dit, on peut penser que la lutte aurait été peut-être un peu plus serrée, mais il serait reparti devant, quoi qu'il arrive. Voilà, je pense, ça jouait peu, mais le capital de temps qu'il avait accumulé était a priori suffisant pour lui permettre de repartir devant. Donc l'opération a été magnifiquement menée. Rubens Barrichello était l'homme fort de ce Grand Prix, c'est parfaitement clair. Je dirais pas forcément les bras de Grand Prix quand on voit malheureusement où se retrouve Jenson Button. Alors, le deuxième grand sujet de ce Grand Prix, c'est un certain Luca Badoer. Alors oui. Là, il s'en est pris quelques-unes et vous êtes nombreux également pour Débriefing F1 à avoir réagi. Alors si je reprends quelques notes, n'a-t-il pas eu le temps d'accepter, nous dit Denis Bourrier. Va-t-il conserver longtemps son volant, nous dit Titeuf sur fanaticf1.com. Et la décision de le mettre au volant n'a-t-elle pas été un peu précipitée, dit Ludo74. Alors voilà, je regroupe en gros tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit sur Luca Badoer. Jean-Luc, ton point de vue? Alors tout d'abord, merci à tous nos internautes de nous suivre et de suivre ce Débriefing F1 qui connaît un succès de plus en plus important, il faut
le dire, c'est pas qu'une expression, mais c'est vrai. Exactement. Alors, on en est ravis, donc on discute avec vous, et là aussi, moi, je vais émettre une opinion. La première, c'est le manque de préparation, et la Scuderia Ferrari l'a honnêtement reconnu, le manque de préparation dans le cas où un tel accident, drame se produise. Malheureusement, on n'avait pas la rechange, ou alors plutôt si, on pensait l'avoir. On a quand même deux pilotes qui sont Marc Gené et Luca Badoer, qui sont censés être capables de remplacer au pied levé l'un des hommes de pointe. Alors le problème, on le sait bien, c'est que l'interdiction des essais privés fait que ces gens-là ne roulent plus, et donc autant Luca que Marc n'étaient pas en mesure d'être opérationnels à 100%. C'est pour ça que plein de pistes ont été levées. La plus belle était celle de Michael Schumacher, qui nous a tous fait rêver, disons-le, et on a eu une cruelle déception quand on a appris que malheureusement pour ses problèmes de douleur à la tête, absolument réels, hein, lui aussi il avait les larmes aux yeux quand il a dit non, je ne peux plus venir, j'ai trop mal, c'est pas raisonnable, et les médecins m'interdisent. Mais bon, alors le choix. Luca Badoer, c'est un peu un remerciement pour les 10 années dans l'ombre à limer la piste pour le coup, où il a aidé lui aussi aux victoires de la Scuderia Ferrari, donc tous les titres avec Ferrari, bien sûr, de Michael Schumacher, les titres constructeurs, les victoires de Barrichello, on en parlait il y a un instant, avec la Ferrari, c'est aussi Luca Badoer. C'est un remerciement pour service rendu, dans la mesure où vraiment la belle solution, la solution formidable de Michael Schumacher ne marchait pas. Alors, ne valait-il pas mieux choisir Marc Gené? Avec le recul, oui, probablement. Il a gagné Le Mans cette année, il est peut-être plus fit, plus entraîné, il a peut-être plus de talent, j'ose, plus d'agressivité. Le pauvre Luca, moi je lui tape pas sur la tête, on peut ironiser. Il en a pris, hein. Oui, il en a pris, mais on peut ironiser. Bon, évidemment, c'est toujours facile. Moi je dis, il faut s'asseoir dedans, et puis il faut y aller. Voilà. Respect. Voilà. Et pour suivre toutes les questions que vous avez posées, va-t-il y rester longtemps dans ce baquet? À la fin du Grand Prix, on avait l'air de dire que lui-même avait l'air de dire je serai là en Belgique, je serai là à Monza. Oui, non? Est-ce que à un moment donné, Michael Schumacher va quand même pas essayer? Il y a eu des visages et des mimiques, hein. Michael Schumacher notamment, la fameuse sortie des stands où là ils rentrent tous les deux dans les stands, Luca Badoer avec la Ferrari et Romain Grosjean derrière, ils ressortent, ils font irruption, et logiquement la Ferrari est devant, et là, cafouillage, il paraît qu'on lui dit de laisser passer Grosjean, lui il comprend tout de suite, donc il lève le pied, il laisse passer Grosjean dans la zone d'accélération des stands, du jamais vu en Formule 1. Au minimum, s'ils veulent le laisser passer, il attend d'être de retour sur la piste, et surtout il commet pas l'erreur après d'aller mettre deux roues sur la bande blanche, et là on sait que la sanction elle tombe, logiquement, avec un drive-through. Donc le pauvre Luca, il s'est pris les pieds dans le tapis, c'est le cas de le dire. Alors va-t-il rester à Spa? Je crois que la Scuderia n'a pas d'autre solution, a priori, ou alors rappeler en kata Marc Gené, mais là ça ressemble plus à rien. Donc il faut maintenir Luca Badoer, parce que moi je pense que la bonne vraie solution peut être visée pour Monza, on peut rêver, c'est Michael Schumacher. On a vu le visage de Schumacher à plusieurs reprises qui était, et il adore Luca Badoer, il sait ce qu'il lui doit, il a du respect pour lui, il est là pour l'aider, mais il se dit non, décidément ça le fait pas, et ne serait-ce que quand on les voit physiquement, quand on voit comment Schumacher en quelques jours a reperdu les 3-4 kilos, s'est remis en condition physique, mentale il l'avait déjà, et qu'on voit le pauvre Luca Badoer qui fait un peu égaré là au milieu du truc, on se dit bon, il y a un problème, à mon avis il sera quand même là à Spa, et là je pense que ce sera encore plus dur pour Schumacher, parce que Spa c'est quand même le circuit où il avait débuté, le circuit de ses plus grands exploits, il va être vert ou rouge de pas être dans la voiture. Ferrari, voilà. Alors c'est clair. Je vais pas encore rebondir une énième fois sur la même chose, mais quand même si Nicolas 14 sur francef1.net nous dit, et pourquoi pas Bordeaux? Alors, on l'a émis hein, dans cette émission des briefings, on l'a soulevé aussi, pourquoi pas Bourdais? Ça nous aurait bien plu à tous. Hein. Le seul problème, c'est que, Sébastien, là, il y a une rupture avec le milieu de la Formule 1, il faut le dire, une rupture sportive, une rupture d'attitude, parce que Sébastien, là aussi, n'est pas quelqu'un qui grenouille, n'est pas quelqu'un qui combine, n'est pas quelqu'un qui est un courtisan. Il dit ce qu'il a à dire, il l'a peut-être dit, franchement, il a eu raison. Maintenant, ça déplaît. Donc je pense malheureusement que c'est un rêve, parce que lui, alors il est parfaitement entraîné. Moi je suis persuadé que dans une très bonne équipe, avec une très bonne voiture et avec des ingénieurs qui l'écoutent, il est capable de faire des étincelles. Oui, mais c'est un problème de plus pour la Scuderia. Imagine que Bourdais soit tout près de Raikkonen, voire devant, on peut rêver. Mais là c'est un drame. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Politiquement, c'est pas possible. Ils sont quelque part obligés de continuer cette politique avec Luca Badoer. Avec un remplaçant, un véritable remplaçant, en attendant la solution Michael Schumacher. Et puis pourquoi pas la solution Felipe Massa, encore que, même si on n'a pas de nouvelles au jour le jour, hein, il se remet bien, apparemment il est à 8-9 dixièmes de vision dans son œil gauche, il faut être à plus de 100% évidemment, il faut être parfait, que l'hématome se résorbe.
peut-être le Brésil pour Massa. Allez, j'avance une petite explication. Ce serait formidable, une petite hypothèse pour l'avant-dernier Grand Prix. Ça lui laisse le temps de se remettre et là, ce serait génial. Alors, il faut encore trouver un intermédiaire et un intérimaire de classe jusqu'au Grand Prix du Brésil. Voilà, alors, toujours sur Bourdet, il y a une question de Raynor de Fan F1 qui lui le verrait bien chez Toyota. C'est vrai que Toyota a des usines en France, alors bon, on pourrait penser qu'effectivement, à un moment donné, Toyota, s'ils sont toujours là, ouais, alors Toyota, clairement, ils ont fait une offre à Kubica. Hein. Voilà. Kubica est sur le marché. On sait, l'équipe BMW s'arrête. On essaie de sauver BMW Sauber en tant que tel, l'entité, mais de toute manière, Kubica va chercher ailleurs, tout comme Heidfeld. Heidfeld, on en parle peu ou moins. Bon, alors Kubica, il a 24 ans hein, seulement, il a une victoire en Grand Prix, il a le talent qu'on connaît, c'est une recrue de choix. Donc malheureusement, ça se passe pas très bien avec Trulli, qu'on aime beaucoup, qui est un super pilote, mais Glock est un espoir allemand, oui, tout à fait. Donc il a du potentiel. Moi, je vois très bien un duo chez Toyota, et j'espère une nouvelle fois que Toyota sera là. Le budget n'est pas encore voté, hein, par parenthèse. Ça, ils l'ont admis, John Howett l'a admis, et ce sera voté très tard dans la saison, peut-être seulement après même le dernier Grand Prix de la saison, c'est-à-dire courant novembre. Alors on croise les doigts pour que Toyota soit là. On réduit naturellement, et on a prévu de réduire le budget et la voilure, mais un Kubica, ça aurait de la gueule chez Toyota. C'est évident. Alors, une question que ni sur le forum ni par YouTube vous avez posée, c'est Romain Grosjean, les amis. Mais pourquoi vous ne nous avez pas posé de questions sur les débuts de Romain Grosjean? Moi, je le demande à Jean-Luc, qu'est-ce qu'on a pensé des débuts de Romain Grosjean? Eh ben, écoute, très bien, c'est carton plein. Alors là, pour le coup, on pouvait pas s'attendre à mieux. Zéro faute. On essaie des tout petits, mais ça c'est normal, on va chercher les limites. Petite attaque, petite glissade, même en course, bon, petit accrochage, petite friction, mais il est là, il est au bout, il fait le boulot, il roule bien, il a des temps en course qui sont excellents par rapport à ceux de Fernando Alonso. Alors bien sûr, il est plus dans le coup. Je me suis livré aussi à une petite analyse. Même s'il n'y avait pas eu ces incidents, ces petites glissades, machin, il était 11, 12. Bon, là, il est 15, mais il a fait le boulot. Il a beaucoup appris sur un circuit qui n'était pas évident. Il a commis zéro erreur. Pour moi, c'est carton plein. C'est du très, très bon travail. Il a bénéficié de toute l'aide, et il l'a dit, de Fernando Alonso, qui lui a permis de regarder toute la télémétrie, où il freine, où il accélère, comment il passe, la vitesse, tout, absolument tout. Et le but, évidemment, quand on a un maître à penser, un maître à agir, comme le double champion du monde Alonso, eh bien, c'est de faire pareil. Donc là, il est à très bonne école. Il l'a un petit peu pris sous son aile, et ça, c'est vachement sympa. Fernando Alonso, donc Romain Grosjean, il est là où il faut, et à Spa, ça peut faire mal, parce que là, il va être désinhibé, on va dire, hein, mais il faut pas en faire trop non plus. Attention, attention. Attention, alors, aussi, une question qui est revenue parfois dans vos questions, justement, ce tracé de Valence, est-ce qu'il est encore une fois convaincu, sachant que ça permet de faire aussi le lien et le pont avec le prochain circuit, prochain rendez-vous pour des briefings, ça sera avec la Belgique, hein, un circuit le plus beau d'Europe, on peut le dire. Alors, ce circuit de Valence, le pont, je sais pas si tu l'as fait exprès, mais c'est rare les circuits avec un pont. Bravo, il peut pas se retenir. Donc, sacré toi. Donc, le pont de Valence. Écoute, c'est pas un mauvais circuit. D'ailleurs, il déplaît pas aux pilotes. Hein, 5 km 400 environ. Un circuit relativement rapide quand même, des moyennes en course de près de 200 km/h. Un circuit urbain certes, mais urbain atypique, du type Long Beach un petit peu, si tu te souviens, et on connaît ça en IndyCar, en F1 ça a été, mais en IndyCar, du type un peu île Notre-Dame de Monaco. Donc un circuit pas mal, moi je dis c'est pas enthousiasmant, mais c'est pas mal, des bons dégagements, il n'y a pas eu trop d'incidents, trop de friction avec les murs, etc. C'est pas mal, bon c'est pas Spa, hein, pour être clair, là on arrive dans le plus beau circuit du championnat du monde, là le Raidillon, enfin on va pas les citer les uns par les autres, mais là c'est du pur bonheur du début à la fin. D'ailleurs, il n'y a pas un pilote dont le circuit de Spa ne soit pas le circuit préféré. Voilà. Retour des Red Bull à Spa? C'est possible, ouais, là ils sont loupés. Là, bon, déjà, il n'a pas eu de chance, Vettel, il a eu un problème moteur, donc rupture dans la 3e séance d'essai libre qui hypothèque évidemment la qualif derrière, donc il part mal. Ensuite, en course, bon, un peu imbroglio, casse moteur également, et puis pas dans le coup, Weber, pas dans le bon wagon, pas au bon endroit, petite friction, machin, pas le bon rythme, enfin bon, on s'est loupé. Clairement, là, on s'est loupé. On va en tirer les leçons sur un circuit plus classique, plus normal, et puis très chaud, hein, très chaud. On sait que Adrian Newey a joué au maximum, justement, sur le refroidissement, sur la taille des radiateurs, sur les entrées d'air, les ouïes, l'extraction, enfin, toute l'aéro. Il a peut-être été, enfin, c'est trop facile de dire, mais un poil loin dans des conditions très chaudes. Alors, quel temps fera-t-il à Spa? Là, il n'y a que dans le pot de chambre de l'Europe, comme le dit. Il peut dracher. Ça m'étonnerait qu'il pleuve pas à un moment ou à un autre. La question c'est surtout la température, le niveau de température, mais ça va être un circuit formidable et un Grand Prix
extraordinaire, ça c'est clair. Et bien voilà, et vos questions encore une fois, hein, bien sûr, sur le forum, rubrique Monoplace ou sur YouTube, Débriefing F1. Merci encore de votre fidélité et salut à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, voilà.